Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et cette petite perle de Justin Trudeau était une parfaite introduction à Laurent Oberton et son livre Game Over, la révolution anti-politique aux éditions Magnus, à moins d'un mois de la présidentielle. Bonjour Laurent Oberton. Bonjour. Alors, Laurent Oberton, Game Over. Game Over, évidemment, c'est-à-dire fin de partie. Vous savez, c'était le titre de la merveilleuse pièce de Samuel Beckett. Mais alors, le sous-titre est encore plus parlant, la révolution anti-politique. Alors là, on va s'expliquer parce que qu'est-ce que c'est qu'une révolution qui n'est pas politique, et vous en parlez. Alors, c'est très intéressant ce que vous détaillez. Vous détaillez, vous dites ceci, voilà ce qui se passe. Il se passe au niveau de la sécurité, au niveau des médias, au niveau de la redistribution, au niveau à tous les niveaux et à tous les étages, une espèce de tentative qui ne date pas d'hier et qui date de décennies, d'abrutissement, de faire que la population française se résigne, soit passive, soit moutonnée, soit manipulée, et comment s'en sortir. Et vous donnez des points. Alors, votre adversaire principal, et vous dites ce qui nous tue, c'est intéressant parce que vous allez très loin, c'est l'État. Alors, expliquez-nous pour vous, alors l'État c'est quoi? C'est le mammouth qui prend tout, c'est le blob, c'est quoi? C'est ça, c'est Big Brother, c'est la machine qui au départ est censée servir les intérêts du peuple, garantir le fameux contrat social, c'est-à-dire en gros la sécurité, la liberté, les frontières. Après, l'État s'est arrogé des compétences de plus en plus massives et discutables dans absolument tous les domaines. C'est-à-dire que maintenant, il régule tout, il régule l'industrie, il régule la façon dont on mange, dont on s'habille, dont on circule, etc., dont on pense, dont on éduque nos enfants. Et dans tous ces domaines, il a pris une importance, il est devenu complètement incontournable. C'est un petit peu l'arbitre des élégances et des âmes. Et moi, j'ai constaté en fait une forme de relation assez nette entre la prise de pouvoir de l'État sur les domaines et leur effondrement en quelque sorte. C'est-à-dire que plus l'État s'en mêle, moins ça va finalement, plus ça coûte cher et plus nous sommes dans une situation critique. Si on prend simplement l'exemple régalien, donc par exemple la mission d'assurer la sécurité, la mission de protéger les frontières, ce sont deux échecs majeurs de l'État. Qui me semble assez indiscutable. Et le problème, on a un réflexe qui est très français. C'est pour ça qu'en fait, le premier ennemi, c'est pas tant l'État que nous-mêmes. On a ce réflexe un petit peu domestique d'attendre du maître encore plus, encore mieux, et de lui donner encore plus de pouvoir, là où justement il échoue avec constance. Et plus on lui donne de pouvoir, moins on en a nous-mêmes. Et donc plus, à mon avis, la situation s'aggrave. Oui, alors vous allez très loin là-dedans, vous dites en fait, il faut parce que par exemple vous dites très bien le régalien, c'est-à-dire effectivement la défense, la sécurité, etc., mais par exemple pour la santé, pour l'éducation, etc., vous dites c'est à nous de prendre ça en main, y compris la sécurité sociale, vous allez très très loin, vous dites supprimons les 3/4 des institutions existantes, vous allez jusque-là. C'est à peu près ça, je pense qu'il faut vraiment un énorme nettoyage. Parce que le citoyen aujourd'hui a vraiment beaucoup trop délégué de ses propres compétences. Et quand on en est comme aujourd'hui, on attend que l'État nous dise de nous laver les mains. Et quand on s'habitue à une telle situation, eh bien finalement, l'État c'est le cerveau, ça devient le cerveau principal, c'est le serveur sur lequel on se branche. Et on oublie de réfléchir par nous-mêmes, donc on oublie nos responsabilités élémentaires. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a cet état d'attentisme et d'abrutissement généralisé, qui n'est pas arrangé évidemment par les émissions de divertissement et les publicités. On nous parle comme à des débiles congénitaux maintenant. Et cette prise en charge de l'État, de notre quotidien, du matin au soir et d'à peu près tout, de nos retraites, de nos études, de nos enfants, de nos vieux, nous dépossède complètement, je pense, de nos responsabilités élémentaires, donc de notre autonomie, finalement de notre existence. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on est pris en charge du berceau au cercueil, et vous voulez dire, donc on dit aux gens, et c'est intéressant, parce qu'on va vous accuser d'ultralibéralisme sauvage, mais ce n'est pas ça que vous dites. Mais vous dites, il faut se prendre en charge au plus tôt, enfin en tout cas dès que possible, pas évidemment quand on a 3 ou 4 ans, ou quand on est nourrisson, ou quand on est tout jeune, mais se prendre en charge et fabriquer nous-mêmes notre traître, nos sécurités sociales, etc., etc. Sauf que, comment fait-on? C'est-à-dire, il faut quand même des relais institutionnels pour faire fonctionner tout ça.
Comment peut-on faire Prenons l'exemple de la santé, par exemple. Qu'est-ce que vous préconisez, mettons, en matière de santé, Laurent Humberton? Par exemple, ne serait-ce que d'ouvrir la concurrence, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'avoir la Sécu, on peut passer par une mutuelle privée, et si on ne le fait pas, on en subit les conséquences. C'est ça aussi le principe de responsabilité, c'est qu'on n'a pas, nous, à payer pour ceux qui ne jouent pas le jeu, qui font n'importe quoi. Chacun assume, prend ses responsabilités. Voilà, c'est un petit peu le principe directeur du livre, c'est la responsabilité individuelle. Et prenez-vous en charge et ne vous en prenez qu'à vous-même si vous ne le faites pas. Exactement, parce que si on se repose toujours sur l'autre, sur celui qui va travailler, sur l'État, sur les caisses de secours, etc., eh bien, en renonçant à nos responsabilités, on renonce à avoir des valeurs, à avoir des comportements justement normalement sociaux, civilisés, et on dérive vers l'assistanat, vers l'attente, et finalement vers la société qui est la nôtre aujourd'hui, je pense. Alors justement, prenons tour à tour, c'est presque un programme présidentiel que vous prenez en tout cas un programme, comme vous dites, métapolitique ou antipolitique plutôt, mais prenons par exemple sur l'immigration. Alors vous dites effectivement un certain nombre de choses, mais vous vous retrouvez, ce n'est ni un reproche ni un compliment, assez proche d'un certain nombre de candidats à la présidence, là-dessus par exemple. Et vous dites, alors vous allez très loin, vous dites justement AME, supprimons tout cela, toutes les subventions, tout cela. Je veux dire, vous êtes pour une remise à plat radicale. Quoi. Oui, parce que je pense que l'immigration aujourd'hui, telle qu'elle existe et telle qu'elle est organisée par l'administration, est une immigration de quantité d'individus qui, au lieu d'apporter quelque chose à notre pays, deviennent souvent une charge pour ce pays. C'est pas du tout. C'est un constat très clair que fait l'INSEE, c'est-à-dire que les individus issus de l'immigration récente sont beaucoup moins qualifiés que les autochtones et ont un taux d'activité qui est beaucoup plus bas et ont un taux de criminalité qui est beaucoup plus haut. Donc il faut regarder déjà ce problème en face, il faut se demander pourquoi, il faut se demander ce qu'on doit faire pour régler ce problème. Qui est aussi un problème de capital social. Ça, c'est vraiment très important quand il y a comme ça une capital social, et expliquez. C'est en quelque sorte le lien de confiance qui unit les individus d'une société. Robert Putnam, un sociologue américain assez célèbre, s'est aperçu que quand une société cessait d'être homogène, plus elle s'hétérogénéisait, c'est pas très joli, mais c'est comme ça qu'il le dit, et bien plus son capital social s'effritait, s'effondrait. C'est-à-dire les individus qui composent une société multicommunautaire, plurielle, perdent confiance, non seulement les uns envers les autres, mais aussi envers leurs représentants, leurs institutions, leur police, etc. Mais c'est pas le cas des États-Unis, ça, Laurent Humberton. Le lien de communautarisme américain est quand même connu. Oui, il est connu, mais interroger les citoyens américains dans les lieux à forte concentration communautaire sur les liens de confiance qui les unissent, vous verrez que c'est très... on est sur la corde raide en permanence. D'accord. En tout cas, nous allons en parler parce que, effectivement, ça suppose, et encore une fois, le programme sur tous les fronts et à tous les étages est extrêmement radical, et en même temps, effectivement, vous faites appel à quelque chose qui n'est pas simple et auquel peu de politiques font appel, et c'est tout le problème, c'est la responsabilité de chacun. En général, on les flatte, on les responsabilise pas, c'est exactement le contraire. Donc on va en parler après les informations. Et puis, est-ce que comme Justin Trudeau, vous appréciez le débat, vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je voudrais citer un extrait de ce livre, encore une fois passionnant, de Laurent Humberton, Game Over, aux éditions Magnus, La révolution antipolitique. Et voici ce qu'il écrit. Les candidats réalistes sur l'immigration et l'insécurité proposent un État fort et omnipotent, souvent social, sans voir que c'est bel et bien l'État, par son omnipotence, son social et sa force, qui crée les maux qui nous accablent et les renforce année après année en dépouillant le citoyen de ses biens et responsabilités, de ses pouvoirs et libertés, jusqu'à l'expropriation complète de son héritage et de son destin. Et personne ne réagit. Voilà la fin de la partie.
Et quand l'État nous condamne explicitement par l'immigration, l'insécurité, mille autres mots, les médias de masse préfèrent le nier ou l'ignorer. Et Robert, votre personnage principal avec Josiane, le français moyen, continue de s'exciter sur sa console politique, jouant ainsi le jeu de sa propre perte. Et vous ajoutez, je propose de résoudre tous ces problèmes, non pas par plus de politique, mais par moins de politique. Alors comment vous faites ça, Laurent Oberton? En parlant, parce que d'un côté, on pourrait vous dire, oui, attendez, il y a un moyen de réduire tout cela. Ah ben, c'est la bonne dictature, la bonne vieille dictature. Toute personne qui va attenter par la violence à quelqu'un, eh ben, tout de suite, allez, 10 ans, 20 ans, on fait ça à la chinoise et tout va se passer dans le meilleur des mondes. Vous, c'est pas ce que vous dites, mais comment on fait? On constate que l'État, en tout cas pour l'instant, n'est pas du tout dans cet état d'esprit de faire appliquer les lois élémentaires, d'arrêter l'immigration, de faire ce que le peuple souhaite. Donc au contraire, il a plus tendance à s'opposer à ce que le peuple souhaite et à lui expliquer qu'il est ascendant raciste et complotiste, etc. Et que bon, il faut qu'il aille dans le droit chemin, dans les stages civiques et qu'il se repente et se fouette. Voilà, qu'il se rééduque, qu'il se sensibilise aux problématiques du bien vivre ensemble, etc., etc. Mais le problème de la politique, c'est que, en fait, là, on le voit avec les élections, on a une période de rut démocratique où on parle de tous les sujets, où c'est la folie. Il y a des promesses partout, des promesses de dons énormes. C'est une campagne de corruption géante, la politique, en quelque sorte. Et après ça, on sait très bien que ça va s'arrêter et on va attendre 5 ans pour recommencer à s'emballer, à s'enthousiasmer et à crier de nouveau. Et quelque part, ça dévie l'attention et ça absorbe les énergies. C'est-à-dire que si on s'arrête tous les 5 ans de parler de ces sujets qui sont cruciaux pour notre avenir à court terme, on ne se donne aucune chance de les résoudre. Et encore une fois, on remet notre destin dans les mains du grand spectacle politique et on oublie que si on veut reconquérir le pays, on doit commencer par les esprits. Moi c'est ce que je préconise, c'est que si on parvient à mobiliser les individus qui font toujours l'histoire en quelque sorte, cette petite minorité, la minorité agissante, agissante, éveillée, déterminée, si on réussit à convaincre une masse critique d'individus d'agir, de mettre les pieds dans le plat, de pas attendre un messie sorti des urnes, eh bien peut-être ils pourront initier cette espèce de changement profond des idées et des esprits qui emportera tout sur son passage. Oui, mais alors justement, ça c'est tout le problème est posé. Vous dites dans toute la première partie de votre livre, élection piège à con, grosso modo. Moi je dirais plutôt abstention piège à con, parce que c'est le problème qui est posé. Je trouve que votre livre sur tout ce dont vous abordez, on en parlera avec nos auditeurs aussi, la culture, effectivement, l'éducation nationale, etc. Beaucoup de choses très, très, très sensées. Et je dirais légitime. Le problème, Laurent Oberton, c'est comme vous dites moins de politique, mais même la minorité agissante, si elle n'est pas incarnée, et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, dans l'histoire, ça a toujours été ça. Qu'est-ce qui va faire bouger? Il faut bien qu'il y ait des gens, vous voyez ce qui s'est passé, je ne dis pas, il faut le leader Maximo, c'est pas ça. Mais à un moment donné, on l'a vu pour les Gilets jaunes, s'il n'y a pas organisation et coordination à quelque niveau que ce soit, c'est très très difficile, voire impossible. Vous préconisez un travail sur soi-même, et absolument, volontiers, et c'est très important. Mais je crois que si à l'élection, on se dit, bon, ben écoutez, il n'y a rien à faire, est-ce que tout le problème est là? Est-ce que ce que vous dites sur l'éducation, l'immigration, etc., on va encore avoir ses yeux pour pleurer ou ses poings pour serrer et ses mâchoires, pour gueuler, mais ça donnera quoi? C'est tout le problème. Ce paradoxe, vous ne le levez pas. Mais le problème de la politique, alors ce que je concède à la politique, par exemple, pour pas citer un candidat, Éric Zemmour, le fait d'énoncer certaines vérités qui sont la plupart du temps complètement marginalisées ou tues est quelque chose d'important parce que ça désinhibe forcément les esprits, ça amène des réflexions qui d'habitude n'existent pas. Mais en admettant que par exemple Éric Zemmour soit élu en avril prochain. Dans 5 ans, il y a de fortes chances, comme il aura contre lui l'intégralité de l'administration, des médias, de la culture, de l'éducation, du système, eh bien que ça fasse comme ça a fait avec Trump aux États-Unis, c'est qu'on lui mette à la place un type complètement sénile qui va faire exactement l'inverse de ce que lui a fait, et ce sera encore pire.
la machine, en fait, elle a cette inertie pour elle. L'état profond existe très fort et il a une puissance maximale. Et pour briser des administrations, on voit bien que le pouvoir est aujourd'hui davantage le fait de l'administration que de ceux qui sont en place. Gustave Le Bon disait le dictateur est une fiction, c'est un petit peu vrai. On voit bien que ceux qui prennent les mesures, qui dépensent l'argent, qui essaient de chacun s'accroître dans son coin, d'augmenter son pouvoir de nuisance, c'est l'administration, c'est la machine, le système. Je pense que le président lui-même est complètement dépassé par ce mouvement-là. Oui, et donc, si vous voulez, effectivement, il y a... Alors, et en fait, mais c'est tout le problème, et c'est ce qu'il y a dans votre livre, je voudrais qu'on revienne justement à l'État. Vous parlez de l'État, et vous dites ceci, par exemple, dans les faits et par ses finances, l'État est le maître des médias, de la culture, de l'éducation, de la recherche, de l'université. Quand vous entendez le mot culture, d'ailleurs vous sentez votre Karcher, vous dites justement le média est le premier agent du contrôle des pensées, et il légitime l'État. Alors vous y allez très très fort, effectivement. Il s'agit d'abord de cette Pravda que l'on nomme service public, France TV et Radio France, dont les patrons sont désignés par le président de la République et qui sont financés par le citoyen magnétisé, etc. Les juteux cadeaux fiscaux à la presse, 2 milliards annuels selon la Cour des comptes, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis vous parlez de l'éducation nationale, etc., etc. Mais c'est tout le problème est là, c'est que ce que vous décrivez, et c'est partagé par beaucoup de monde, mais le problème, c'est encore une fois, et je dis pas s'il y avait la solution, ça se saurait, miracle, mais comment faire qu'une minorité agissante, éveillée, etc., prenne le pouvoir si elle n'a pas quand même un relais. Parce qu'il faut des forces, il faut des leviers. Et c'est tout le problème, si vous voulez. Mais c'est vrai que le combat est frustrant parce que nous, on est sur un combat en quelque sorte métapolitique avec ce livre, par exemple, avec la revue La Furia, avec des médias alternatifs. On sait bien que le combat est très déséquilibré puisque en face, l'appareil de conditionnement, je crois que les Français passent 4h30 devant la télé chaque jour, 2 heures sur les radios du service public. Nous, on pèse pas grand-chose, on en a très bien conscience, mais que peut-on faire d'autre ? Le système est extrêmement puissant, il est écrasant. Je pense qu'on peut petit à petit amener les esprits à la conscience de la situation. Par exemple, les médias du service public aujourd'hui, il y a un refus très net, une incompréhension sur le fait qu'ils bénéficient d'une redevance forcée, en quelque sorte. On est obligé de payer pour se faire laver le cerveau. Ça, c'est en train de monter petit à petit dans la population. Donc on voit que les choses avancent, les esprits se libèrent, et que si on comprend que justement le maître dont on attend tout n'est pas forcément notre ami, peut-être on va franchir encore un cap. Évidemment, c'est un travail de fourmi et on n'a pas le temps, c'est ça le problème, le temps manque, donc il faut se dépêcher, donc on est face à notre destin. Oui, c'est ça la contradiction, c'est que d'un côté, effectivement, comme disait Arthur Kessler, Dieu a décroché son téléphone et le temps presse, on a beau appeler, personne ne répond. On va en parler, on continue à en parler avec Laurent Oberton, Game Over, après cette petite pause. Et vous allez prendre la parole dans un quart d'heure en nous appelant au 0826 300 300. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Laurent Oberton aussi, avec son Game Over, la révolution antipolitique aux éditions Magnus. Alors vous y allez fort, Laurent Oberton, par exemple, un portrait rapide, du président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Alors vous parlez du socialiste Laurent Fabius, certes, très proche de Mitterrand, passé par l'IEP, Sciences Po, l'ENA, Sciences Po, qui déclarait 6 millions d'euros de patrimoine en 2013, a vécu de mandat public toute sa vie, 6 fois ministre, 9 fois député, 2 fois président de l'Assemblée, député européen, président de la COP21, aujourd'hui du Conseil constitutionnel, 390 000 euros par an, indemnité de fonction comprise, sans parler des mandats locaux. Mais alors vous dites vous-même que c'est bien les gens qui réussissent et il ne faut pas les envier. Alors pourquoi là vous enviez ? Pourquoi vous
vous attaquez Laurent Fabius? La réussite, c'est très bien ouais, quand on n'est pas forcé à la financer. C'est un petit peu la nuance. Oui, là c'est l'État. C'est-à-dire c'est nous pour le coup. Comme disait François Hollande, ça coûte rien, c'est nous qui payons. C'est pas cher, c'est l'État qui paye. Oui, c'est vrai. Et alors là, vous dites justement, par effet de contagion, les bienfaits de l'université, à savoir la fabrique de crétins conditionnés, se répandent sur l'éducation nationale que le monde entier nous envie. Alors vous parlez de l'enseignement gratuit le plus cher du monde, 160 milliards en 2020. 160 milliards en 2020. Alors vous dites, de ce point de vue-là, rasons tout ça, quoi. Exactement. Je pense qu'il faut rendre... c'est encore une fois un moyen de rendre aux parents leur responsabilité, de dire quelle transmission vous voulez, quelle culture vous voulez pour votre enfant, plutôt que celle des programmes, de la direction des programmes, de la très haute direction, du très haut commissaire, du machin, de tout ça qui change tous les ans. Peut-être que vous avez votre mot à dire et vous pouvez trouver une école adaptée à votre enfant, à ce que vous pensez. Sinon, le problème, encore une fois, c'est que le parent se dit, allez, on le fout à l'école, on se débarrasse du gamin. C'est l'État qui va s'occuper de lui apprendre le civisme et tout ça. Il lui expliquera quand il sera adulte qu'il faut se laver les mains. Et finalement, on se décharge complètement de son rôle, de sa mission de parent, C'est ça, les parents ont abandonné leur responsabilité de parents, quoi. Oui, voilà. Et on voit bien que l'école aujourd'hui renonce de plus en plus à l'excellence et à l'élitisme. L'université s'aligne et on est alarmé de voir les profs aujourd'hui vous disent, quand ils corrigent les copies, on a peine à croire ce qu'on lit. Le niveau s'est complètement effondré et on est tenté de se dire que l'État, quelque part, ça le dérange pas tant que ça d'avoir une population d'abrutis sous ses bottes finalement. Puisque quand on ne pense pas, on n'a pas la moindre chance de se dire finalement tout cet argent qui nous est pris, est-il bien utilisé, est-il légitimement dépensé? Si on ne réfléchit pas, on ne pose pas ces questions. Ce que vous dites quelque part, c'est que on est en train de réussir la prophétie, il n'en voulait pas, de Bertolt Brecht, dissoudre le peuple, quoi. Ah bah là, il est complètement... Alors on le dissout en plus physiquement avec l'immigration, mais moralement et mentalement, on fait ce qu'il faut aussi pour qu'il n'ait plus de système immunitaire en quelque sorte, puisqu'on lui répète à longueur de temps que de toute façon ce qu'il est un héritage nauséabond et que la culture, il ne faut pas être élitiste et qu'il faut être égalitaire et que, en gros, il faut oublier la gloire passée, il faut se contenter d'être oublier l'histoire, voilà, aussi, une goutte dans l'océan monde, et voilà, et ne surtout pas dépasser, ça c'est très important. Donc on fait en tout cas tout pour que ça n'arrive pas. Et c'est vraiment pour vous voulu organiser, idéologiser méthodiquement? Il y a beaucoup de renoncements, je pense, à l'échelle micro-locale, c'est-à-dire beaucoup de profs sont désabusés par ce qu'ils voient. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas lutter contre la puissance des réseaux sociaux, des émissions de divertissement, et qu'ils vont sauver ce qui peut l'être, c'est-à-dire ils vont repérer dans leur classe un ou deux gamins qui ne sont pas complètement foutus, et ils vont faire avec, et ils perdront beaucoup de temps à essayer de faire quelque chose des autres, mais sans succès. Et ce qui est effrayant, c'est que vraiment tout le système s'adapte à cet état de fait, c'est-à-dire que l'université baisse ses niveaux de recrutement. Aujourd'hui, même les grandes écoles exigent des discours, des discours de bonnes intentions. On vous demande ce que vous pensez, par exemple, de l'écologie et du sort des marsouins, et vous devez avoir l'air tout à fait concerné. Si vous voulez rentrer au moment de l'examen. Exactement. C'est-à-dire que ça, la conscience éco-citoyenne, ça devient plus important que les connaissances réelles. Donc c'est très préoccupant et on voit bien qu'on veut faire une société complètement qui pense la même chose. Là, on risquera plus d'avoir d'incidents, de rébellions, tout ira bien, la fin de l'histoire sera consommée. Oui, Fukuyama a raison. Exactement. 40 ans après, 30 ans après. Et vous y allez aussi très fort avec la culture. Expliquez-nous pourquoi la culture, il y a quand même il y a une floraison en France. Je dis justement, la France, on le disait hors antenne, est un pays qui résiste un peu à toute cette doxa prégnante. Mais vous dites quand même, pour le moment, la culture, c'est trop une culture d'État, encore une fois. C'est l'État qui régente, effectivement. Vous êtes contre, par exemple, supprimons le ministère de la Culture. Dans un combat métapolitique, pour le coup, les moyens sont très importants. Donc, il peut y avoir des moyens privés, du mécénat, on peut financer des médias alternatifs, comme on l'a fait avec la Furia ou avec les éditions Magnus, par exemple. Mais en face, c'est vertigineux, c'est-à-dire que ce sont des budgets, on parle en milliards, on parle en centaines de millions.
la production culturelle qui est enregistrée, qui est comment dire, manufacturée, elle correspond à des impératifs idéologiques en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on peut pas tout faire. Guérilla ne sera pas l'adaptation de mon roman Guérilla, par exemple, ne sera jamais cofinancée par le service public ou la région de je sais pas quoi, ou les moyens traditionnels. Pourtant, c'est un livre qui a eu un grand succès, qui aurait ses auditeurs, mais l'État, il a des critères idéologiques assez précis, et ce sont ceux du vivre ensemble, toujours ce qu'on voit sur. Oui, vous voulez dire qu'il y a et les films qui passent, j'étais très frappé, les films qui arrivent à se monter passent, mais par exemple Bac Nord, qui décrivait assez bien une situation, notamment à Marseille, n'a pas eu un seul. Il y a eu des nominations aux Oscars, alors que c'est un film qui a marché formidablement et qui n'a pas eu une seule récompense. Enfin, et on a vu toute la gêne du monde médiatique pour parler de ce film, qui effectivement était très bon, était très bien fait, mais il s'est pas assez explicitement positionné du côté du bien. Il est trop réaliste en fait, pour être honnête, ce film, et donc c'est un problème à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est ça le problème. On peut pas, la culture, elle doit se faire, c'est-à-dire soit on l'aime, soit on l'aime pas, mais on peut pas décider de subventionner celle qui fonctionne pas parce qu'elle est alignée, et on peut pas décider de punir l'autre parce qu'elle est pas correcte. On l'a pris en coupant le robinet en fait. En fait, ce que vous dites, c'est que l'État en tant que tel subventionne, sauf ce qui dérange, quoi. Ah ben c'est exactement ça, ça. Et normalement, de ce fait, ce qui dérange ne doit pas exister. Et si ça existe, on peut compter sur les médias traditionnels pour stigmatiser lourdement les vilains petits canards. Hein. Par exemple, le réalisateur du film Bac Nord, Cédric Jiménez, a dû depuis faire multiplier les déclarations, voilà, pour en quelque sorte se justifier d'exister et de respirer, et d'avoir fait ce film. Il a regretté qu'il soit repris, qu'il fasse le jeu devant c'est qui, et voilà. Donc en gros, il est rentré dans le rang, il a montré patte blanche. Peut-être il aura le droit de faire un prochain film. Alors dans le régime Oberton, on ferait quoi, la culture? Parce qu'il faut aussi liberté des gens qui pensent le contraire d'Oberton. Eh bien, je pense qu'on la laisse se faire. C'est-à-dire que si Guillaume Meurice, Élise Lucet veulent faire de l'information, eh bien, ils trouvent les moyens de le faire, comme moi, je trouve les moyens de le faire, en quelque sorte. On est tous à égalité, chacun avec nos petits moyens. C'est un luxe de produire de l'information ou de la culture. Donc, si on a le temps et si on a les moyens pour ça, on le fait, tant mieux. Et le public reconnaîtra les siens, en quelque sorte. Comme ça, il y aura une pluralité réelle. Moi, je veux pas du tout interdire qui que ce soit. Au contraire, je veux que le public ait un réel choix alternatif. Pour l'instant, clairement, c'est pas du tout d'actualité. D'ailleurs, il faut rappeler qu'aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de la Culture. Et voilà, et on voit qu'il y a des chaînes très importantes qui sont pas du tout alignées sur le dogme habituel comme on a aujourd'hui, progressiste, etc. Et ça change complètement la donne. Et d'ailleurs, je me rappelle d'avoir interviewé une grande chanteuse de rock qui s'appelle Patti Smith et qui disait, moi, ce qui me gêne en France, c'est qu'il y a un ministère de la Culture. Je comprends pas que vous ayez une culture administrée. De l'extérieur, et quand on y réfléchit, on se dit c'est complètement aberrant, c'est sûr. Ouais. Et même chose, alors pour vous, effectivement, juste un mot sur l'insécurité, mais on va en parler avec nos auditeurs. En fait, vous dites, vous avez donné les chiffres depuis la France Orange Mécanique, etc. Ça n'a pas changé depuis, d'ailleurs. Ça s'est aggravé. Pour être précis, c'est bien pire. La France Orange Mécanique, c'était au début du mandat de François Hollande. Depuis, on a une augmentation. Il y a 10 ans, exactement. Ouais. Je l'écris en 2012. Il est paru début 2013. Les coups et blessures ont augmenté de 50%. Là, maintenant, par rapport à aujourd'hui, les violences sexuelles de plus de 200%, les homicides et tentatives de plus de 110%, donc les violences aux personnes, en particulier, ont vraiment atteint un stade, pour le coup, inédit, record absolu, voilà. Et dans l'histoire, ou presque. Dans l'histoire, en tout cas dans les chiffres officiels enregistrés, parce que l'Observatoire national de la délinquance a été supprimé par Emmanuel Macron en 2018. Il nous permettait, malheureusement, c'est dommage qu'il ait été supprimé, d'avoir les victimes déclarées. C'est-à-dire que c'était une sorte de sondage géant. Et là, on voyait que les victimes enregistrées par la police, c'est-à-dire les plaintes déposées, étaient très en dessous de la réalité, évidemment, de l'ensauvagement, en particulier pour les faits de violence physique, et même les faits de violence sexuelle. On avait à peu près 10% seulement des viols qui étaient déclarés. Donc explosion. On se retrouve tout de suite après cette pause avec les auditeurs de Sud Radio. Et vous posez toutes vos questions au 0826 300 300 à l'auteur de Game Over, la révolution anti-politique aux éditions Magnus. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français.
Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes avec César qui nous appelle de Bayonne. Bonjour César. Oui, bonjour César. Oui, bonjour André, vous m'entendez? Très bien, très bien. Parfait. Alors, pour le monsieur qui est là, j'ai trouvé qu'il a dit plein de choses très pertinentes. Moi, j'aimerais lui poser deux observations et j'aimerais avoir son point de vue. Oui, allez-y. Alors, la première observation, il en a un peu parlé, mais je vais en parler un peu plus précisément. Je suis complètement d'accord avec l'idée qu'il faut évidemment dégraisser les dépenses publiques. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus parce que j'ai vécu en Angleterre. Et en Angleterre, on faisait quelque chose. Les gens qui... bon, d'abord, c'est pas le même appareil, mais en Angleterre, par exemple, une personne qu'elle gagne 6 000 euros par mois ou qu'elle gagne 2 000 euros par mois, eh ben, elle aura 1000 pounds, 1000 livres sterling par mois de chômage. C'est-à-dire le service public et les aides au service public, c'est des aides qui sont faites pour soutenir les gens, mais c'est pas fait pour s'enrichir. Voilà, c'est le principe que je veux avancer. C'est qu'aujourd'hui, je pense que les présidents, ils devraient être payés, moi c'est mon idée, 7 000 euros par mois. Tous les ministres devraient être payés 7 000 euros par mois maximum. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait de les payer trop, non seulement ils n'ont pas les pieds sur terre, parce que la monnaie, mine de rien, ça influence la personne, mais si on les paye bien, mais pas trop, eh ben, ils vont garder un contact avec le peuple et du coup, on aura des gens qui sont proches du peuple financièrement et à tous les niveaux. Donc ça, c'est le premier point que je voulais lui exposer. Et deuxième point, César, allez-y. Et donc le deuxième point, c'est juste une note d'espoir et j'aimerais qu'il me donne son avis. On a vu, je pense, dans ce quinquennat avec Emmanuel Macron, et c'est mon avis personnel, que la corruption gigantesque qui s'est produite pendant ce quinquennat rend le pays pauvre. Et je voudrais juste faire le parallèle avec le général de Gaulle, parce que j'adore les années 60. Le général de Gaulle était connu pour son intégrité, son honnêteté, sa sympathie. Il avait des ministres brillantissimes et comme par hasard, le pays est devenu richissime pendant les années 60. Et je voudrais juste avoir son point de vue là-dessus. L'importance de l'honnêteté, d'avoir des hommes politiques honnêtes et je pense que c'est le seul métier à réaliser vraiment. Voilà. Laurent Berton. Je valide complètement cette observation et c'est vrai qu'aujourd'hui le politique il est formé à communiquer, à mentir et pas du tout à être honnête. Il essaie d'imaginer des moyens de dépenser plus, d'accroître ses crédits. Il est pas du tout dans une logique de service de l'intérêt général. Il est pas formé pour ça, c'est pas son boulot. Et effectivement, les dépenses publiques aujourd'hui servent. Enfin, Macron, pour le coup, mène campagne pour sa réélection, quoi qu'il en coûte, avec des dépenses publiques qui sont complètement délirantes, qui ont explosé tous les plafonds. Il a battu tous les records d'endettement du pays, et pas seulement à cause de la crise du Covid, pas du tout, mais parce que il a fait des cadeaux à peu près autant qu'il pouvait pour acheter des voix massivement. C'est aussi ça le problème de ce type de gouvernement, c'est que plus l'État peut corrompre le citoyen, plus celui qui est à la tête de l'État va être tenté de le faire. Et on n'est pas du tout dans une logique de prodigalité. Loin s'en faut. On utilise tous les stratagèmes possibles pour domestiquer la population, pour la tenir dans un état de peur de l'avenir, pour qu'il soit reconduit. Et je pense qu'il va l'être. Il fait très bien ce boulot. Il est très bien entouré par des conseillers qui savent comment manipuler les foules. Dépendance et protection, enfin fausse protection, mais protection. Merci César pour votre question. Nous sommes maintenant avec Gérald qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Gérald. Oui, bonjour Gérald. Bonjour. Voilà, j'avais en fait deux choses. La première, c'était concernant justement, vous parlez de l'assouplissement du peuple par la peur, etc. Mais aujourd'hui, on voit qu'elle est toujours d'actualité. Le masque et le pass sanitaire est abrogé, si je puis dire, ou suspendu ce lundi. Mais on remarque toujours sur les réseaux, dans la rue, et même à l'heure actuelle, que les gens le portent toujours, ils veulent le porter toujours parce qu'ils ont peur. Et après, la seconde chose, donc comment, évidemment, parmi la première, comment en fait arriver à convaincre ces personnes à justement être moins assourvi en fait tout simplement à Macron et à l'exécutif en place. Et surtout la deuxième chose, c'est est-ce que vous pensez par rapport à ce qui se passe en Ukraine, ça va encore évidemment on sait qu'il en profite, mais est-ce que ça va encore amplifier cette peur que le peuple pourrait avoir de cette fameuse entre guillemets troisième guerre mondiale qui évidemment n'arrivera jamais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bien alors là la stratégie de la peur c'est vraiment très intéressant. Je me souvenais avec André que François Hollande
avait pris 21 points et 22 points de popularité après les attentats 2015. Donc l'attentat de Charlie, l'attentat du 11 novembre, il avait pris 22 points. Et pour que François Hollande prenne des points de popularité, il fallait une catastrophe. Et il se passe la même chose avec Macron, qui gagne à peu près autant de points de popularité suite à la crise en Ukraine. Donc évidemment, il va afficher un visage très pessimiste. On l'a vu, pessimiste et optimistique de l'autre. Optimistique pour l'étranger, voilà. Pessimistique pour la France. Le Drian va dire que le pire est devant nous, etc. Et c'est affreux. Et vraiment, il y a un réflexe de troupeau, c'est-à-dire que l'agneau qui est dans son pré, quand une menace paraît à l'orée du pré, un loup même aussi imaginaire fut-il, eh bien il va se regrouper derrière le berger. Quel que soit le berger, même si le berger nous mène au bord du gouffre, c'est pas grave, il y a ce réflexe, il est très difficile à briser et malheureusement, je crains que cette mobilisation de l'électorat au dernier moment soit assez décisive. Ça me rappelle la merveilleuse expression de Philippe Muret. Il disait « Hélas, nous avons les moutons de Panurge, mais pas assez de mutins de Panurge. » Merci beaucoup. Nous sommes maintenant avec Samy qui nous appelle de Paris. Bonjour Samy. Oui, bonjour Samy. Bonjour André. Merci de me donner la parole. Alors moi, je voudrais faire juste deux petites remarques en fait à monsieur par rapport à son livre qui est intéressant. Oui. Qui est intéressant. Pour la sécurité sociale, tout à l'heure, en parlant, le fait de vouloir responsabiliser les gens. Il y a déjà eu des tentatives avec le MLPS, le professeur Richeux. À l'époque, on transpose pas 3 directives européennes qui stipulent qu'on est libre en fait de s'affilier où on veut. Il y a eu la loi Montebourg. Toute personne qui quitte en fait le système de sécurité sociale, c'est 36 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Donc, on peut pas dire qu'il n'y a pas eu de tentative. J'apporte juste, on va dire, une petite précision sur ce point-là. C'est bien. Dernière remarque, c'est que ça me dérange un petit peu, c'est que j'ai l'impression que tous les mots en fait dans ce pays, moi-même je suis un étranger, je suis professeur de santé, mes enfants sont français, moi je le suis pas. Ça me dérange pas de vivre bien avec mes enfants et d'aimer ce pays. C'est que j'ai l'impression que le réchauffement climatique, tout ce qui se passe dans ce pays, c'est la faute à l'immigration. Eh bien, j'invite Monsieur Oberton à venir le matin à 6h30 ou à 7h à la gare Saint-Lazare ou devant la gare du Nord ou la gare du Lyon, et on va voir que tous les gens qui se lèvent à 6h pour aller travailler, ce sont que des Asiatiques, des Noirs et des Arabes. Donc à un moment ou l'autre, il faut arrêter en fait ce discours-là qui finalement il provoque la haine, soit de façon violente à l'image de Zemmour, soit de façon pernicieuse et douce. Donc non, le problème il est beaucoup plus profond, c'est un problème de l'État qui est beaucoup plus gras, qui est un millefeuille administratif, et bien il faut œuvrer plutôt pour dégraisser tout ça. Comme par exemple l'aide médicale. L'aide médicale aujourd'hui c'est 900 millions, d'accord ? Le budget de la Sécu c'est 180 milliards de mémoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si on a quelqu'un qui est en situation irrégulière, qui est une aide médicale, qui a la tuberculose, qui monte dans le métro devant moi ou devant monsieur Oberton ou vous André, et qui nous contamine? On fait comment? Comment on fait en fait? Voilà. Laurent Oberton. Moi, ce que je dis dans Game Over, c'est que le meilleur moyen de lutter contre l'immigration de quantité qui n'est pas souhaitée, qui est subie et qui pose des problèmes, est de couper les pompes aspirantes. À partir du moment où vous n'avez pas une offre d'assistanat, eh bien, les immigrés font exactement comme les autochtones. Ils travaillent, ils sont à égalité et ils travaillent pour subvenir à leurs besoins et évidemment se comportent normalement, le plus normalement du monde. C'est exactement ce que je préconise. C'est pas de dire lui il est issu de machin donc il est mauvais, c'est pas ça. N'importe qui après a une valeur individuelle et doit faire la démonstration de sa valeur. Qu'il soit de n'importe quelle ethnie, couleur ou autre, c'est pas le problème. Merci beaucoup Samy pour votre question. Merci beaucoup Emmanuel. Merci. Nous sommes avec Emmanuel de Pessac qui nous appelle. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour Monsieur Oberton, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Écoutez, merci pour vos émissions comme d'habitude et Monsieur Oberton aussi pour vos livres qui mettent un peu le doigt où ça fait mal. J'avais juste une petite remarque parce qu'en fait, effectivement, en ce moment, la désinformation est partout. Si on prend les chiffres de l'OMC, alors c'est à vérifier sur Internet évidemment, mais l'Organisation mondiale du commerce. Je rappelle, pardon, oui, tout à fait. Il faut savoir que 15 ans de Poutine entre 99 et 2013, le PIB était 195 milliards, il est à 2113 milliards 10 ans après, 15 ans après. Le PIB par personne, c'était 1320 $, il est à 14 000. L'inflation était à 36%, elle est passée à 6,5. On parle des chiffres de 99 à 2013. Et je pense qu'en France, 6,5, on y est largement. Les réserves Forex, donc en fait, ce sont les réserves de change, étaient de 12 milliards 6, elles sont à 511 milliards. La dette nationale était de 78%.
elle est aujourd'hui de 8%, enfin aujourd'hui en 2013, et elle est, je pense, quasiment réglée. Les retraites étaient 500 roubles, oui, ça c'est en roubles par contre. En roubles, elles sont à 10 000, et le revenu par habitant était à 1500, et en 2013 à 30 000. Moi, j'aimerais bien que nos pays occidentaux, et notre cher Macron Ier, puissent avoir les mêmes bilans. Et aujourd'hui, on n'a plus des gens qui défendent nos pays ou nos valeurs. D'ailleurs, Poutine est contre le wokisme, mais je pense que vous avez suffisamment fait d'émissions là-dessus pour comprendre que c'est la destruction des peuples. Je n'ai aucun dirigeant aujourd'hui occidentaux qui puisse me sortir des chiffres pareils sur la défense de leur peuple. Alors certes, on peut être évidemment en désaccord avec leurs idées, avec leur vision des choses, mais en revanche, les chiffres, comme disait l'autre, on ne les discute pas. Et voilà, donc si vous voulez, c'est quelque. En plus, on sait très bien, et c'est Klaus Schwab, Forum de Davos, qui s'en est vanté d'avoir infiltré à peu près tous les pays occidentaux importants, les Trudeau, les Macron, les Venezuela, etc. En fait, ces gens-là ne travaillent plus pour nous, ils travaillent pour un autre projet. Alors après, à chacun de l'accepter ou pas, moi c'est pas mon cas, comme vous l'avez bien compris, mais voilà, on revient à la discussion de M. Oberton, effectivement, aussi avec une incohérence totale, mais en fait, si on comprend qu'ils travaillent pour un autre projet, là, on comprend pourquoi ils prennent ces décisions-là. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Il y a du monde qui pousse. Non, mais c'est très très bien. Et en tout cas, non, mais vous avez donné un certain nombre de chiffres qui paraissent, c'est vrai, rappeler ça de la Russie, c'est quand même intéressant, malgré tout. Même si on est d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe, bien sûr. Sujet intéressant parce que c'est vrai qu'on est dans une guerre de propagande totale, qu'on a appris récemment que voilà, Poutine était pédophile, qui mangeait des enfants, etc. Des informations très équilibrées, et c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que quand on va avoir une position nuancée en disant que on peut reconnaître que Poutine est, je pense, il est taillé pour diriger un État profond de manière très énergique et efficace. Personne ne peut contester ça. Mais dès qu'on a une vision, aussi, oui, absolument. Avec toutes les dérives que ça comporte. C'est pas forcément un compliment dans ma bouche. Bien sûr. Mais dès qu'on a sur ce sujet-là, on peut pas avoir une position nuancée sans se faire traiter de collabo d'un côté ou de collabo de l'autre côté. Donc c'est assez pénible et ça sert pas vraiment à la manifestation de la vérité. Et on se retrouve dans un instant avec les auditeurs qui restent jusqu'à 14h. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on était beaucoup dans le sud-ouest, alors direction la Seine-et-Marne avec Richard qui nous appelle de Goué. Bonjour Richard. Oui, bonjour Richard. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Moi, ce qui m'interpelle et ce que je voudrais dire, c'est que je trouve vraiment indécent que notre cher Emmanuel Macron n'est pas en Turquie en ce moment. Au lieu de ça, il s'est pavoisé à Versailles avec tous ses copains et ses copines pour mettre plus de sanctions sur la table, pour voir où ils allaient acheter du gaz, entre guillemets, on sait où ils vont l'acheter le gaz. Et personne ne dit rien, les médias, ils en parlent à peine. Je trouve vraiment que... Je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez, et moi je trouve ça vraiment indécent. Écoutez, Richard, ça c'est le Congrès s'amuse en attendant the guys made in the schist of the United States of America. Ça va exactly. C'est ça. Ça va nous coûter effectivement plus cher, mais qu'importe. Encore une fois, ce n'est pas cher puisque c'est l'État qui paye. Ne l'oubliez pas, mon cher Richard. Laurent, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Vous avez tout dit là. Michael qui nous appelle de Paris. Bonjour Michael. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité. Oui, bonjour Michael. Je voulais simplement, ce que je constate, et j'aimerais avoir vos avis tous les deux, ce que je constate, c'est que nous sommes dans un environnement où contextuellement les crises s'empilent, et malheureusement manque de prévision, et je dirais même de prédiction. Nous sommes confrontés à différents facteurs de risque qui s'empilent aussi. La géopolitique et la géostratégie, à laquelle nous devons faire face, qui est en mouvement quasiment chaque seconde, je dirais pas, et c'est pour ça qu'elle s'empile, fait que ce qui est dérangeant, c'est que la société a tendance à chercher plutôt que les causes, mais des responsables. Tout à l'heure, j'ai entendu un de vos intervenants qui a dit « Vous n'avez qu'à venir à la gare Saint-Lazare, il n'y a que des Arabes, des Asiatiques, etc. » Personne n'est dans le déni, mais alors quand il parle de Zemmour, qui propage la haine, je ne suis pas pro-Zemmour, mais franchement, quand on voit des débats dans lesquels il y a une passivité, quand je voyais Pécresse qui aboyait pendant tout le débat qui n'en était pas un, le pauvre Zemmour, il a essayé de parler,
quand je vois que les gens ont tendance à rester dans le déni, alors que l'environnement va à une vitesse grand V, il est changeant, on doit se prémunir avec prudence par rapport à des prises de position, je vois que les gens cherchent toujours une cible, et la finalité, et j'arrête là, c'est le déni de la réalité. Il y a quand même eu des attentats, il y a quand même eu 300 morts, on ne parle pas du prosélytisme, etc. Oui, c'est le déni de réalité, vous avez raison, et quand la réalité frappe à la porte, les gens se précipitent sous la moquette et se bouchent yeux et oreilles, Laurent Berton. Et ce chantage à la haine dont vous parlez a longtemps, nous empêche encore, mais nous a longtemps empêché de parler sereinement de l'insécurité, de l'immigration. À chaque fois, on nous renvoyait ça au visage, mais vous êtes raciste, mais vous faites le jeu de machin. Et vous l'avez connu avec François voilà, et ça fait des décennies qu'on perd du temps, on peut pas parler de sujets comme ça sereinement sans être accusé de tous les maux. Donc à un moment, non, il faut dire on est adulte responsable, on peut nommer les choses sans avoir des arrière-intentions nauséabondes, maléfiques, etc. Merci Mickaël pour votre appel et on reste à Paris avec Guy qui nous appelle. Bonjour Guy. Oui, bonjour Guy. Bonjour messieurs, merci pour cette émission, monsieur André Berkoff. C'est toujours très agréable de vous écouter tous. Merci. Donc ce que je souhaite dénoncer, c'est cet assistanat qui se fait depuis près de 60 ans dans ce pays pour calmer le peuple. Déjà en 68, ça a secoué le président en place qui est parti à Berchtesgaden, c'est le général de Gaulle. Et tous les présidents ont eu peur de ce peuple. Donc à chaque fois, on a cédé devant le caprice du peuple et on a payé. On a payé les gens, on a fait de l'assistanat au lieu que de faire participer le peuple. Lui donner plus de liberté, mais une liberté saine. Pas de la liberté extrémiste, la libertaire. Voilà. On en est arrivé là. Moi, je prends un exemple. J'ai reçu il y a 2 ans un chèque énergie. Je n'ai rien demandé. Donc j'ai refusé ce chèque. On m'a dit, monsieur, ça va coûter plus cher. Et j'ai pas été le seul dans ce cas. Ça va coûter plus cher à la personne qui va recevoir ce retour et que le montant du chèque. Donc j'ai pris le chèque et je le distribue à une association. Il en est de pour des propositions, alors que des familles ont besoin de la CAF, besoin du chèque énergie, etc. C'est donné n'importe comment. On distribue. Voilà. On distribue, mais on distribue en prenant dans la caisse celle qui est fournie par la Chine et les pays du Golfe, parce que ce sont eux qui détiennent notre dette. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Et le jour où ils ont envie de mettre des intérêts supplémentaires, là, on s'écroule. Parce qu'on a une dette faramineuse. Donc c'est pour ça que nous ne sommes pas pris en considération par les autres pays d'Europe. On a peut-être une grande gueule, mais Oui, et pendant ce temps-là, l'Allemagne achète des F-15 aux Américains. À part ça, vive l'Europe unie tout à fait, de la défense. Cette Europe a recommencé ce qui s'est passé avant la guerre, quand Churchill a dénoncé aux Anglais et aux Français leur laxisme en voyant l'Allemagne s'armer alors qu'elle avait l'interdiction de s'armer. On a regardé ça. Chamberlain et Daladier sont allés voir Hitler pour lui demander ses intentions. Il dit, mais non, j'ai pas de mauvaises intentions. Il n'avait pas de mauvaises intentions. La vallée de la Ruhr fonctionnait 24 heures sur 24 pour fournir des armes, des chars, etc. Mais il n'avait pas de mauvaises intentions. C'était pour faire du tricot, bien évidemment. Voilà. Laurent Oberton, est-ce qu'on est actuellement, effectivement, vous parlez beaucoup de l'assistanat dans votre livre, effectivement, mais alors, la question centrale, et vraiment vous la posez d'ailleurs très bien, la question centrale, c'est comment faire pour que les gens, parce que grosso modo, si ça marche encore, c'est que les gens se disent oui, c'est vrai que c'est pas très sain tout ça, mais après tout, allez, du moment que je peux tirer là ou là ou là, que je peux faire, allez, je m'en débrouille. Évidemment, solution de facilité, position de facilité. Mais et comment peut-on faire, et ça c'est le sursaut, comme disait un certain général, comment faire pour dire, attendez, ça, cet assistanat va vous ramener à une régression non seulement infantile, mais sociale, on le voit déjà. Comment faire? Alors, vous dites, oui, et vous dites à la fin de votre livre, oui, apprenez la liberté, ressaisissez-vous, travaillez sur vous-même, etc. Vous en parlez, et c'est valable. Mais comment faire pour, je veux dire, qu'il y a un vrai éclat? Parce que ça peut se faire au niveau individuel, au niveau groupal, parce que n'oubliez pas que vous avez une concurrence extraordinaire, c'est les coachs, vous savez, vivez bien, développement personnel, criez votre haine, prenez le porc épiqué, brossez-le dans le sens du poil, etc. Comment effectivement ressusciter cette liberté profonde et l'envie de mener sa vie et pas que sa vie nous mène?
C'est très difficile parce qu'on voit qu'il y a une distribution actuellement du trésor public, il y a un achat de voix massif et on se dit telle corporation, tel individu, se dire mais moi je voudrais essayer aussi d'en avoir parce que finalement si moi j'ai rien, je suis le seul à perdre puisque moi je paye des impôts et je vois rien. Donc on est tous, il y a la tentation d'aller dans ce jeu, cette fuite en avant, mais le problème c'est qu'il y a un principe de réalité tôt ou tard qui va se manifester, c'est-à-dire le pays est au bord de la faillite. La dette va nous coûter très cher dans les prochaines années puisque les taux vont remonter. Il y a une inflation, il y a une crise énergétique sans précédent qui s'annonce. Donc à un moment donné, la partie va se terminer d'elle-même et ça risque de pas être beau si ça arrive de force en quelque sorte, sous l'effondrement de l'État sous lui-même. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, comme votre auditeur l'a dit, refuser l'échec qu'on nous donne, je sais pas, peut-être pas, mais en tout cas montrer, expliquer systématiquement cet argent, le fait de le prendre dans les poches des Français pour le redistribuer, pour faire des cadeaux partout, cette habitude qu'ont pris nos dirigeants en fait de dépenser pour plutôt que raisonner. C'est une grande habitude politique. Il y a un problème, on met de l'argent, on débloque des millions et systématiquement la foule est contente et se rendort satisfaite. On fait ça en politique de la ville, dans les banlieues. À chaque fois qu'il y a une émeute, on met des milliards, des millions dessus et on pense que ça va aller, mais personne ne vérifie concrètement ce que vaut cet argent, ce qu'on value ces investissements. Et où ils vont, etc. etc. Et voilà, et la situation se dégrade tant et plus. Et une dernière auditrice jusqu'à 14h avec Marie qui nous appelle des Landes. Bonjour Marie. Oui, bonjour Marie. Bonjour Monsieur Bercos, bonjour à votre invité. Alors, je vais revenir sur quelque chose parce que personne à l'heure actuelle ne veut l'aborder. Ça fait partie aussi du domaine de la peur. Écoutez, pour défendre l'Ukraine, il y a le traité de Budapest de 95 qui garantissait par les États-Unis, l'Allemagne et la France la non-agression de l'Ukraine. Et la condition était qu'elle abandonne évidemment le nucléaire, ce qu'elle a fait. Donc lorsqu'on nous dit, il y a l'article 5 de l'OTAN et que si jamais la Russie envoie ou agresse un pays de l'OTAN, on va réagir. Alors moi je ne suis pas du tout d'accord, parce que l'Ukraine était garantie par le traité de Budapest, les États-Unis ont déclaré forfait pour cause, on sait pourquoi. Lorsqu'on a des missiles qui passent sous les radars et qui avaient une tête nucléaire, avec un missile vous avez 9 têtes nucléaires et vous rayez un pays comme la France, il y a de quoi avoir peur. Donc moi la question que je pose à votre invité, c'est que faire? Comment voit-il des choses pour la suite par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle? Voilà. D'accord. Je ne sais pas si Laurent Berton a des visions sur ce qui va se passer, mais... Non, je reste très prudent. Je ne vais pas faire d'anticipation sur cette crise-là. Juste les traités, il faut bien retenir que quand les balles sifflent, les cons se taisent, disait je ne sais plus quel militaire, mais c'est à peu près la valeur du traité dans des temps comme ça. C'est-à-dire que les traités, c'est très bien quand on se réunit à Versailles et tout ça, et pour sourire entre amis, mais dans la réalité, quand la réalité arrive, le traité ne vaut plus rien et il faut plus du tout se reposer sur les engagements des uns et des autres. Tout ça. Juste un dernier mot, je sais qu'on a 30 secondes. En fait, Laurent Berton, vous allez vous abstenir aux prochaines élections? Ah, ça, je ne donne jamais ni de consignes, ni de non-consignes. Non, mais vous, est-ce que vous allez vous abstenir ou pas? je ne sais pas, je me pose la question. Certains candidats sont très intéressants, on en a cité un tout à l'heure. On a envie de l'encourager, évidemment, mais voilà, le problème, et je suis comme tout le monde, je suis moi aussi attiré par ce balai incroyable de candidats, de débats, d'actualités. Je me dis qu'on peut faire passer quelques messages, mais je sais malheureusement aussi que plus l'excitation va être forte et intense, plus elle va retomber et plus on va se retrouver tout seul face à l'effondrement qui vient. Alors tâchons de ne pas nous retrouver tout seul. Et d'autant que vous étiez journaliste avant. Et je rappelle le titre de votre livre Game Over, la révolution anti-politique aux éditions Magnus. Et puis dans un instant, vous retrouvez Brigitte Lahaye.